convenu dans notre livre. Alors, je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au nom de la Chambre de commerce et d'industrie du Vieux-Jura, votre chambre. Et je voudrais également, bien entendu, remercier la direction de Wilaya des Impôts de nous accompagner durant cette journée porte ouverte sur la fiscalité ici à Tizi Ouzou. Alors merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous avons actuellement au niveau de Tizi Ouzou plus de 52 000 opérateurs qui sont donc affiliés à la Chambre de commerce et d'industrie et qui sont détenteurs d'un registre de commerce. Bien entendu, j'aurais souhaité que le nombre d'opérateurs dans les grands secteurs que sont les nôtres soit aussi important que ce chiffre. Malheureusement, on a 52 000, et sur ces 52 000, on a un peu moins de 10 000 petites PME, PMI qui exercent sur la wilaya Tizi Ouzou, c'est-à-dire un quart, tout confondu, hein, c'est-à-dire production, services, transport, et ainsi de suite. Et ça, effectivement, notre mission aujourd'hui, elle est un peu délicate dans la mesure où nous cherchons à tout prix à ancrer la PME, la PMI au niveau de notre wilaya. Nous avons aujourd'hui 6,5 entreprises pour 1000 habitants, ce qui est un niveau très bas, puisqu'au niveau national, nous sommes à 10,5 et dans certaines wilayas du pays, nous avons jusqu'à 15-16 entreprises pour 1000 habitants. Alors, vous savez que l'entreprise, je n'ai pas à vous le dire à vous, mais je le dis à tous ceux qui ne le savent pas encore, l'entreprise, c'est quand même la clé de la relance économique et de la lutte, bien entendu, contre le chômage. C'est un lieu de création de valeur ajoutée. C'est là où beaucoup de destins, souvent, se font, se forgent. L'administration fiscale, aujourd'hui, le message que nous allons lui donner, si vous le voulez bien, toutes et tous, c'est que l'administration fiscale doit devenir pour nous un partenaire et non pas comme nous l'avons perçu durant de nombreuses années. Je suis en train de dire tout haut certainement ce que beaucoup d'entre vous pensent tout bas, c'est que pendant de nombreuses années nous avons surtout vu en l'administration fiscale une certaine contrainte, une certaine pesanteur. Leur présence ici aujourd'hui à nos côtés. Donc je vais d'abord souhaiter la bienvenue à mon voisin de droite, M. Hamadou, bien entendu, qui est accompagné aujourd'hui de Mademoiselle Sam, ainsi que de M. Ben Ahmed et M. Lekhal. C'est eux qui vont animer cette journée, donc porte ouverte sur la fiscalité. Alors, j'étais en train de consulter hier dans la journée quelques-uns de mes collègues au travers du territoire national. Je leur avais dit, bon, est-ce que vous avez eu l'occasion d'organiser des journées portes ouvertes sur la fiscalité? Et globalement, ils m'ont tous répondu non. Donc vous voyez qu'on est en train d'innover à Tizi Ouzou. Donc il faut que ça reste dans les annales, parce que c'est vrai que si nous avons eu des journées portes ouvertes avec le CNRC, parfois avec d'autres institutionnels, on en a fait parfois avec les douanes, qui est aussi une administration sœur un peu des impôts, et il est rare que nous ayons l'occasion de pouvoir organiser des débats entre opérateurs économiques et administration fiscale. Et c'est pour ça que je considère que c'est un cadre privilégié. C'est un cadre privilégié que de pouvoir aujourd'hui vous adresser à des représentants de l'administration fiscale, de débattre avec elles, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là simplement pour que
il vous explique ce que sont les textes, parce que les textes, nous sommes censés les connaître. La loi de finances, c'est quelque chose qui se décline tous les ans, et que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, doit maîtriser au mieux s'il veut gérer ses affaires de façon rationnelle. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'aujourd'hui, l'administration fiscale est venue avec une deuxième, une deuxième empreinte qui est celle de vous écouter dans le volet proposition. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez aujourd'hui émettre comme avis, tout ce que vous pouvez éventuellement faire ressortir comme étant dans la pratique fiscale contraignant, les suggestions que vous pouvez faire, les propositions que vous pouvez faire, bien je pense qu'elles seront notées et que, ma foi, dans le cadre des futures réglementations, des futures moutures de loi, probablement. C'est ce que nous faisons dans 20 ans, depuis une vingtaine d'années, c'est qu'à chaque fois, nous sommes associés au niveau national, au travers de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Nous faisons tous les ans un travail avec le ministère de l'économie et des finances, dans lequel nous-mêmes nous proposons des révisions concernant des points particuliers de la législation fiscale. Alors vous allez voir dans la documentation qui vous est remise, il y a quand même des choses très pertinentes dans la documentation, et je voudrais remercier encore une fois nos amis de la direction de Wilaya de nous avoir communiqué toute cette masse d'informations. Parce que d'habitude, l'information, nous, on était habitués à la rechercher au travers de circulaires, au travers de dispositifs qui étaient plus ou moins de notoriété publique. Il y a bien sûr toutes les dernières dispositions, il y a bien entendu, j'ai vu dans les 2 premières pages l'ensemble des communes de la Wilaya Tizi Ouzou qui sont classées en zone de montagne, qui sont classées aussi en zone prioritaire ou à promouvoir. Et quand j'ai vu cela, ça m'a rappelé que nous-mêmes à la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, vous savez que ça fait maintenant pratiquement 4 années que nous menons des efforts afin qu'il soit adopté au niveau national un plan de développement spécifique aux zones montagneuses. C'est-à-dire que, partant du principe qu'il y a aujourd'hui un plan pour le développement des hauts plateaux, un autre pour le développement du sud. Donc nous avons proposé qu'il y ait justement un plan qui puisse prendre en charge justement ces zones montagneuses. Et quand nous avons fait cette proposition, bien entendu, nous ne l'avons pas fait seulement pour la Wilaya Tizi Ouzou. Nous avons parlé de zones montagneuses au niveau national, que ce soit dans l'Ouarsenis ou que ce soit dans les Aurès, peu importe. Il faut qu'il y ait un plan spécifique pour toutes ces zones-là qui ont des développements totalement différents d'autres wilayas. Regardez Sétif qui est dans les hauts plateaux. Quand je vois le développement de Sétif aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le plan spécifique qui est le résultat de cela, ou est-ce que c'est une dynamique locale, mais en tout cas, nous, il est clair qu'ici, nous avons besoin de ce type de plan parce que l'économie en zone montagneuse est beaucoup plus difficile à mettre en place. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, il nous fallait 4 heures pour arriver à Alger, 4 heures pour revenir, ça fait 8 heures, c'est la charge de travail horaire classique que nous passions sur les routes. Donc ce partenariat avec l'administration, moi je pense qu'il doit aboutir à une stratégie visant à créer une zone de stabilité et de prospérité au niveau de notre wilaya, et puis à développer progressivement ce que j'appellerais une bonne pratique fiscale. Voilà un peu les objectifs de cette journée. Et je vais maintenant, bien sûr, passer tout de suite la parole à
M. Hamadou, sans oublier de vous dire que aujourd'hui vous êtes ici pour vous imprégner de la législation, de la réglementation. N'hésitez pas tout à l'heure à poser toutes les questions qui aujourd'hui n'ont pas encore obtenu de réponse à votre niveau, et avec tous les experts que nous avons autour de nous, je pense que vous y trouverez certainement des réponses. Voilà. Donc tout de suite, je donne donc la parole à M. Hamadou, qui va bien entendu nous donner un peu la vision de l'administration, de la direction de Wilaya des impôts, de notre Wilaya. La parole est à vous, M. Hamadou. Merci, M. le Président. Donc, ce sont des agents d'administration qui sont devant vous. Comme nous l'avons déjà fait avec d'autres institutions, nous sommes là donc, pour vous écouter. Donc, écouter nos amis, donc, les commerçants, les industriels. Nous allons donc les écouter, répondre à leurs préoccupations. Et si la préoccupation nous dépasse, nous allons donc transmettre vos doléances à la tutelle. Donc je vais donc présenter une deuxième fois mon équipe. Donc vous avez mademoiselle Sam qui représente le bureau de l'animation et de l'assistance des services extérieurs, des inspections. Monsieur Ben Ahmed qui représente le contentieux de l'impôt, et Ahmad Awad, donc Monsieur Le Khel, qui est très connu, donc, qui est ancien donc, au niveau de la situation des opérations fiscales, qui s'intéresse à la réglementation. Plus particulièrement aujourd'hui, il va peut-être répondre aux questions sur le dispositif de l'ONDI, ou bien d'autres dispositifs CNAC, ONSEJ, ONGEN. Donc moi-même, je suis directeur. Donc nous sommes là donc, pour vous écouter. Nous avons donc des informations à vous communiquer. Donc une fois que mademoiselle Sam aura présenté un petit peu quelques éléments importants de la législation, et puis on sera encore une fois à votre écoute pour répondre à vos questions. Dans la législation actuelle, j'ai choisi la fiscalité et le leasing qui est une nouvelle notion. J'ai préféré aussi mettre l'accent sur les obligations comptables et fiscales des entreprises et aussi sur les associés de société. Donc je vais commencer par la fiscalité et le leasing. Dans la société leasing, il y a trois acteurs. Il y a le fournisseur, il y a la banque, il y a le preneur. Donc il y a trois acteurs. Le fournisseur, c'est celui qui achète le bien à la demande de la société X ou Y. Donc la société X ou Y demande d'acheter par exemple un micro-ordinateur à une société. Cette société-là engage la procédure d'achat en prenant en considération, en prenant comme intermédiaire une banque. Donc la banque, elle est entre les deux. Et le leasing, c'est la location avec option d'achat à la fin. Donc il y a une option d'achat. Donc soit on achète, soit on renouvelle le contrat. C'est une option, donc on peut choisir ou pas. Et le régime fiscal applicable au leasing, il y a deux régimes fiscaux. Il y a deux régimes. Un régime fiscal à la société qui achète et qui loue, un autre régime fiscal à l'utilisateur. Le régime fiscal applicable à la société qui achète le bien et qui loue à l'utilisateur, donc elle perçoit des loyers et elle doit payer un impôt. Donc 25% d'IBS, elle doit payer la taxe et les loyers perçus aussi sont soumis à une imposition. Concernant l'utilisateur, c'est lui qui paye un impôt, qui paye les loyers, donc il a une charge qui est déductible du bénéfice imposable. C'est ce traitement fiscal par rapport à l'utilisateur. Mais ça, je tiens à préciser que c'est un régime fiscal applicable au leasing immobilier. Donc il y a un régime fiscal applicable à l'immobilier, vous le connaissez sûrement, c'est en plus de ce que j'ai dit, donc IBS 25%, TAP 2% et TVA 17%, il y a un droit d'enregistrement de 5%. Avec ma petite expérience dans l'administration fiscale, j'ai vu qu'il y a vraiment une confusion entre les obligations fiscales et les obligations comptables de par les entreprises. Donc je tiens à préciser les obligations comptables et fiscales des entreprises. Les obligations comptables diffèrent. Donc vous savez qu'il y a deux régimes, il y a le régime du réel, le régime simplifié, le régime de l'EFU que vous avez à la documentation.
Le régime du réel, il y a une obligation comptable, des obligations comptables qui sont spécifiques à ce régime-là. Régime simplifié aussi, et régime de l'IFU également. Donc, régime du réel, quand une entreprise est au réel, donc elle doit souscrire, elle a des obligations fiscales, des obligations comptables. Parmi les obligations comptables, il y a une tenue de comptabilité à partie double, un livre journal, un grand livre et des journaux et livres auxiliaires. Donc je tiens à préciser, parce qu'on fait des journées portes ouvertes à l'administration fiscale, des inspections et tout ça, donc on reçoit des questions sur les livres auxiliaires, il y a beaucoup de questions sur le support magnétique CD et tout ça, est-ce qu'on peut annexer ça? Donc il y a des conditions, après la nouvelle norme du SCF, il y a des conditions concernant la comptabilité auxiliaire annexe à la comptabilité officielle, la comptabilité réglementaire. Concernant le régime simplifié, donc c'est pratiquement la même chose, mais on a un bilan abrégé, une comptabilité simplifiée, tableau d'amortissement, relevé des provisions et tableau de variation des stocks. Ça, ce sont les obligations comptables dans le cadre du régime du réel et régime simplifié. Je passe à la partie qui nous intéresse le plus, ce sont les obligations fiscales. Les obligations fiscales, je parle précisément de déclaration, donc vous êtes tenu de déclarer. La première déclaration que l'entreprise doit effectuer dès sa création, c'est la déclaration d'existence. La déclaration d'existence, donc le modèle est fourni par l'administration fiscale. Donc j'ai le modèle, si vous voulez, que je vais faire passer. Et la déclaration d'existence est soumise à une condition, elle doit être souscrite dans un délai de 30 jours par rapport au début de l'activité. Donc il y a la notion de début d'activité qui entre en jeu. C'est-à-dire dès qu'il y a début d'activité, il y a 30 jours pour souscrire à la déclaration d'existence. Donc il y a eu aussi la déclaration mensuelle. La déclaration mensuelle, donc on a TAP, donc la déclaration mensuelle concerne la TAP, les acomptes provisionnels IBS et IRG, les IRG salaire, IRG RCM, IRG BNC, TIC et TVA. Qui doit souscrire cette déclaration ou comment souscrire cette déclaration ou quels sont les imprimés de cette déclaration. Donc on a deux imprimés, un imprimé G50 de couleur bleue. Donc la déclaration doit être souscrite par les entreprises relevant du régime du réel et réel simplifié, donc la couleur bleue. Donc on va le faire passer. Et on a un G50A de couleur marron. Cette déclaration G50 doit être souscrite par les entreprises relevant du régime du forfait et les administrations publiques. Donc un G50 de couleur marron. On va le faire passer pour... le délai de déclaration. Donc les deux G50, G50A pour les entreprises relevant du régime du réel et réel simplifié, G50 marron, G50A marron, donc G50 bleu aussi, donc sont tenus d'être déposés à l'administration fiscale dans les 20 premiers jours du mois. Et enfin, on passe à la déclaration annuelle des revenus et des résultats. Donc, la déclaration annuelle s'effectue par les entreprises aussi. La date limite, c'est au plus tard le 30 avril de chaque année. Donc je suis passée brièvement sur ça, les obligations fiscales et les obligations comptables, c'est vaste comme sujet. J'attends vos questions. Je vous ai promis donc de parler du dispositif en faveur des entreprises en difficulté, parce qu'il y aura certainement des questions. Donc sachez que ce dispositif résulte de la tripartite gouvernement, syndicat, patronat, donc qui s'est réuni donc, et qui a mis en place un dispositif en faveur des entreprises en difficulté. Au fait, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise en difficulté? La question qui se pose, est-ce que toutes les entreprises peuvent bénéficier de ce dispositif qui consiste en un régionnement accordé et vous avez l'annulation des pénalités, qu'elles soient assiettes, donc au niveau de l'inspection, ou bien qu'elles soient pénalité de recouvrement au niveau de la recette. Donc ce dispositif qui concerne les entreprises en difficulté donc, a prévu des conditions. Quelles sont les conditions donc, que l'instruction ou bien comment dirais-je
le dispositif, donc quelles sont les conditions de ce dispositif. Il faut d'abord être une entreprise de service ou de production. Donc, ce qui exclut les autres entreprises commerciales. Parce que l'État veut aider ces entreprises de production et de service. Nous avons également le fait que l'entreprise justifie de la difficulté qu'elle a, par exemple. Donc, elle écrit une lettre à monsieur le receveur des impôts territorialement compétent, elle expose, elle demande d'abord à ce qu'on lui accorde ce dispositif, et puis bien sûr, elle doit présenter un document qui justifie que l'entreprise est en difficulté. Par exemple, tout le monde connaît les difficultés rencontrées par le textile, le secteur du textile. Donc, on va expliquer sur un document, un constat fait par l'entreprise, qui sera bien entendu déposé au niveau de la recette des impôts, laquelle recette va faire ses propositions à une commission ad hoc, donc une commission qui est composée des sous-directeurs au niveau des sous-directeurs et directeurs, coiffés par le directeur des impôts, et qui s'est réunie donc une fois pratiquement tous les 15 jours. Une fois donc tous les 15 jours, elle va entériner éventuellement les décisions, donc les propositions faites par les receveurs des impôts. C'est un dispositif qui est ouvert donc, depuis quand même quelques mois déjà. Nous avons des statistiques. Il y a donc jusqu'à présent 650 dossiers qui ont été présentés à cette commission. La plupart des dossiers présentés ont eu un avis favorable. Il y a eu 27 dossiers qui n'ont pu être, si vous voulez, admis. Pourquoi? Parce que tout simplement, le problème rencontré ici, c'est le non-respect des obligations fiscales. Donc, pour pouvoir prétendre à ce dispositif, il faut être en règle sur le plan fiscal. Qu'est-ce que c'est d'être en règle sur le plan fiscal? Tout simplement, faire cette déclaration périodique, ce qu'on appelle communément le G50, le G50A. C'est également les bilans. Donc, si votre entreprise est réellement en difficulté et qu'elle ne fait pas ces déclarations, elle ne pourra pas prétendre donc, à l'application de ce dispositif. Voilà donc la plupart donc, des entreprises qui l'ont sollicité par le passé ont eu gain de cause. Les 27, c'est parce qu'elles ne respectaient pas ces obligations. Qu'est-ce qu'il faut également rajouter pour connaître encore plus ce dispositif? Et là, entre parenthèses, je vous dirais que dans la lettre de la DGI, vous allez trouver un document qui parle du rééchelonnement. Vous allez le trouver à l'intérieur du site. Ces demandes, la demande de rééchelonnement du moratoire et de l'annulation des pénalités est valable. Vous faites donc la demande à faire, donc elle est valable jusqu'au mois de mars 2013. Jusqu'au mois de mars, donc s'il y a encore des entreprises en difficulté, qu'elles fassent la demande, qu'elles justifient de la difficulté à rencontrer, la commission va appliquer ces dispositifs, comme ça a été le cas également sur le plan bancaire. C'est un dispositif qui est connu également au niveau de la banque, au niveau de la CASNOS. Donc, l'administration fiscale est à l'écoute, donc elle reçoit vos doléances sur ce plan pour pouvoir faire face, bien sûr, aux échéances futures. Donc, c'est un délai qu'on vous accorde plus exactement. Donc, ce rééchelonnement consiste en un délai. Ça peut être 6 mois, jusqu'à 36 mois. Ça peut être 6 mois, ça peut être 10 mois, ça peut être 2 ans, jusqu'à 3 ans, 36 mois, à compter bien sûr du début de l'opération. Lorsqu'il y a des opportunités de cette nature, il faut à tout prix que les entreprises soient informées. Le grand problème d'ailleurs aujourd'hui, que ce soit sur le plan fiscal ou sur tous les autres domaines, c'est que nous avons, j'allais dire, une contrainte qui est liée à l'information. L'information ne circule pas suffisamment et elle n'est pas mise à la disposition. Moi, je n'ai jamais vu de placard, par exemple, pour cette opération liée à
l'endettement des entreprises au niveau bancaire, on n'a jamais vu ne serait-ce qu'un placard dans un journal disant les entreprises qui ont des contraintes de financement et ainsi de suite peuvent bénéficier de ce dispositif qui a été arrêté d'ailleurs au mois d'août dernier, hein, puisqu'il avait été arrêté en mai 2012, ensuite bon, il a été revu encore prolongé de 3 mois. Bon, bah, pour l'instant, il est clôturé, donc j'espère que nous aurons la possibilité de le revoir, comment dirais-je, actionné dans une seconde étape. Donc il ne faudrait pas que ça se représente avec l'administration fiscale. Vous avez entendu l'échéance, aujourd'hui c'est mars 2013. Voilà, donc mars 2013, vous pouvez introduire tous les dossiers dans lesquels aujourd'hui vous êtes confrontés avec l'administration dans des difficultés qui sont définies, bien entendu, dans le cadre qui a été énoncé. Alors, bien entendu, je vous le répète, posez toutes les questions que vous souhaitez, demandez les éclaircissements que vous pensez être nécessaires pour la compréhension de la réglementation, de la législation. Et il faut à tout prix que dans notre wilaya, nous arrivions à créer cet esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de partenariat avec l'administration fiscale, où il n'y a pas de sujet tabou, où il n'y a pas de questions interdites, où il y a au contraire un développement de cette relation dans l'intérêt de nos entreprises, parce qu'effectivement, mon inquiétude à moi en tant que président de la CCID, c'est qu'effectivement j'ai un niveau de PME-PMI qui est vraiment dérisoire sur cette wilaya. Donc aujourd'hui, ou bien nous nous inscrivons dans une perspective de développement, hein, du développement de ces entreprises, et ça ne peut être fait sans l'apport de l'administration. C'est-à-dire que tout seul, la PME ne se développera pas. La PME dans cette wilaya ne sera que le produit de la bonne volonté de toutes les administrations. Aujourd'hui, nous sommes avec l'administration des finances, des impôts, mais je vous lance un message en disant qu'en réalité, il faut que toutes les administrations soient partenaires de l'entreprise si nous voulons voir effectivement le développement se faire au niveau de notre wilaya et mettre un terme à un phénomène que vous connaissez bien, qui fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui regardent ailleurs, voient ailleurs, s'implantent ailleurs. Ce phénomène-là, nous devons à tout prix l'endiguer et, bien entendu, repartir sur de la croissance. Par rapport à l'insertion des travailleurs dans le cadre de la DAIP, CTA et CIP, il y a des avantages qui ont été introduits parafiscal, on a des abattements. Même au niveau de l'ERG, normalement, il y a des abattements. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour... il y a des abattements, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu l'information de la direction des impôts. Nous, on est régis par la DGE à Alger. Donc pour se déplacer, c'est un petit peu difficile. À chaque fois qu'on part, c'est pour déclarer. Et le vin, il ne reçoit pas vraiment. Donc au niveau de tes outils, on n'a pas eu l'information. Autre question, vous avez parlé tout à l'heure du développement des entreprises. Comment peut-on les développer quand les banques quand les clients du secteur public ne payent pas? Et vu que les impôts, il faut les payer. Oui. Voilà. Je suis avec mes collègues des autres chambres de commerce et d'industrie. Souvent, je dis, nous sommes le parent pauvre du développement économique national. C'est une formule que je donne. Moi, la seule réponse que je peux vous dire, c'est que nous avons tellement posé ce problème au niveau de la tripartite d'abord, qui a été relayé ensuite aux plus hautes autorités du pays. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dispositif aujourd'hui? Il y a les dispositifs qui vont être évoqués, bien sûr, tout de suite par M. Hamadou, et qui concernent bien sûr les avantages qui sont octroyés aux entreprises. Le dernier dispositif qu'on a réussi à décrocher, ça a été la bonification des taux d'intérêt pour l'investissement pour les entreprises, une bonification qui est quand même de 2%. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous empruntez à 6,5%,
vous avez des bonifications de 2%. C'est important. 2%, c'est important. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons connu pour les entreprises les plus anciennes de la wilaya des taux d'intérêt qui étaient prohibitifs. Hein? Aujourd'hui, nous sommes revenus à 6,5 et avec une bonification de 2%. Est-ce que c'est suffisant? Une des solutions à la question que vous êtes en train de développer. La seule solution pour cette région, pour relancer l'industrie ou le commerce qui s'appelle réellement commerce, c'est donner des avantages à cette région pour encourager et ceux qui sont partis. Tu te rappelles quand on était à la Chambre de commerce à l'échelle nationale, on était beaucoup plus nombreux. Alors que maintenant, on est en train d'amoindrir le nombre. Et les gens ne viennent pas. Pourquoi? Pour eux, la fiscalité, les impôts à Tizi Ouzou, ils ont peur. Vous entendez, Tizi Ouzou égale impôt, trop d'impôts, tu l'impôt, khalas, yarab. Combien d'investisseurs qui étaient à Tizi Ouzou, ils sont partis juste à côté, à Boumerdès. Il faut le dire. Il y en a certains parmi nous ici. Pourquoi? Parce que le régime fiscal à Boumerdès est plus alléchant. Nous connaissons, on ne rate rien du tout. C'est pas que on n'applique pas les impôts comme on les applique ailleurs. À ce qui paraît, après Alger, c'est nous. Et Dieu sait ce qu'on a. On n'a rien. On n'est ni avantagé par l'autoroute, ni avantagé par le relief, ni avantagé par l'administration, ni avantagé par les terrains. Quand on fait une usine ou la hadja, il y a 10 000 murs de soutien, il faut une dépense énorme, les banques nous refusent, ou là on hypothèque, ce qui coûte 3 fois, 4 fois plus cher, mais c'est extraordinaire. Est-ce que réellement on ne veut pas qu'on investisse? On ne le sait pas. Nous connaissons la gagne. Nous connaissons la gagne. Mais si réellement il y a des avantages fiscaux et parafiscaux, on va classer cette région comme une zone sinistrée, telle qu'il est ici, et encore, hein, et encore, peut-être on va relancer l'économie. Oui, moi je pense que c'est un commentaire. C'est ça, c'est un plan Marshall pour Tizi Ouzou. Ouais. Ce que nous avons demandé, moi je voudrais faire une précision, hein, c'est parce que le plan spécifique de développement pour les zones montagneuses que nous avons demandé, nous ne l'avons pas demandé seulement pour Tizi Ouzou. On l'a demandé pour l'ensemble des zones montagneuses à travers le territoire national, en partant du principe que c'est une initiative qui peut bénéficier à d'autres wilayas et que par ce biais-là, ça rentre aussi, c'est un plan national. La concentration démographique la plus importante, non seulement au niveau national, mais même au niveau bassin méditerranéen, avec 450 habitants kilomètres carrés, Tizi Ouzou arrive très dans les premières classes en termes de densité de population. C'est ça le vrai problème, c'est-à-dire petit territoire, population importante. Et PME, malheureusement, pas suffisante en termes de présence sur le terrain. Donc là, il est clair que maintenant, pour la législation fiscale, c'est la même sur l'ensemble des 48 wilayas. Maintenant, c'est vrai que si vous avez une pratique qui est ici, j'allais dire, mieux maîtrisée, hein, parlons cela, entre parenthèses, et mieux maîtrisée sur Tizi Ouzou, peut-être aussi que c'est dû à ce qu'on a longtemps dit, à la qualité des agents d'administration qui sont aujourd'hui parmi nous. Bon, mais ça, j'ai toujours dit, c'est aussi à nous à maîtriser toutes les techniques fiscales qui existent, comme les questions qui viennent de nous être posées aujourd'hui. Il faut essayer de maîtriser ce domaine-là pour en faire un instrument de développement et non plus un instrument, j'allais dire, qui condamne un peu l'investissement au niveau de la wilaya. C'est-à-dire qu'une fiscalité maîtrisée par les contribuables que nous sommes, c'est forcément une fiscalité qui est mieux perçue au sein de l'entreprise et qui permet à l'entreprise, parce que dans les dispositifs fiscaux, il y a des tas de dispositifs qui sont à l'avantage de l'entreprise. Et malheureusement,
la méconnaissance de toute cette, j'allais dire, de tous ces dispositifs-là, se font ensuite au détriment de l'entreprise. C'est comme toute technique de gestion, plus vous la maîtrisez et plus effectivement elle a un impact positif sur l'entreprise, moins vous la maîtrisez et plus effectivement elle a un impact négatif sur l'entreprise. Oui, mais question précise qu'elle a. La finalité des choses, c'est le coût de production du produit fabriqué. D'accord. Nous connaissons, la zone des dépôts, qui était première zone. Elle a été goudronnée l'année passée et elle passe zone d'habitation. Nous connaissons les Hongarais, ils vont être dédommagés par l'État. On n'a même pas eu le temps de les exploiter. L'autoroute. Comment veux-tu avoir un coût de production si tu n'es pas concerné par l'autoroute? Comment veux-tu avoir un coût de production valable quand tu n'es pas concerné par le gaz? Il y a 2 ans de ça. Quel est le produit que tu vas fabriquer où il n'y a pas de gaz, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de route? Je peux vous dire que nous, à la Chambre de commerce et d'industrie, il y a 3 ans de cela, nous avons participé à une opération avec l'exécutif de Wilaya, dans laquelle nous sommes allés sur toutes les zones pour recenser tout ce qui était comme reste à réaliser pour certaines zones qui n'étaient pas équipées en gaz, pas équipées en électricité. Et je peux même vous informer que vous avez des zones aujourd'hui qui ont plus de 25 ans, qui sont opérationnelles, n'ont pas encore une goutte d'eau. Il y a des zones, moi je vais vous dire, 28 ans d'existence, il n'y a pas une goutte d'eau. C'est la vérité. Pire que ça, il n'y a pas de téléphone. Nous, à la Chambre de commerce, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous l'avons dit, nous l'avons écrit, nous l'avons réécrit et nous continuons à le porter en termes d'information, en disant attention, s'il n'y a pas un assainissement physique, financier, juridique, des zones d'activité, vous êtes en train de condamner les capacités de cette wilaya à pouvoir continuer à se développer. Bon, ça c'est un problème qui est récurrent. C'est aujourd'hui, ce programme que nous avons fait zone par zone, à l'époque il avait été chiffré il y a 4 ans à 150 milliards de centimes et qui prévoyait donc la mise à niveau de l'ensemble de ces zones. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Une proposition pour la création de la nouvelle zone de Tedmate. 52 milliards de centimes sur Tedmate. Par contre, toutes les anciennes zones dont vous parlez, telles que la zone des dépôts ou même pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien du tout. En tout cas, rien de concret. Peut-être qu'il y a des projets qui sont en cours, mais moi, les projets, tant que je ne les vois pas réalisés, je ne les vois pas. Nous, les opérateurs économiques, nous sommes des pragmatiques. C'est la réalité du terrain qui nous convainc. Ce n'est pas les promesses qu'on nous fait, ce n'est pas non plus les, comment dirais-je, des perspectives. Sur le plan fiscal, l'article 37, plutôt 67, vous parle de la base d'imposition. Ça veut dire que même si par exemple la société ou l'entreprise, l'employeur, si vous voulez, il cotise, ou bien il prend en charge l'IRG salaire de son ouvrier, ça devient un élément, une base, c'est des supplémentaires de cotisation. Ça devient c'est un avantage de nature. Alors, il vous prend en charge l'impôt. Comme on peut prendre en charge un forfait téléphonique, ou bien la voiture, ou autre chose. Et oui, sachez-le, c'est la loi qui le dit, c'est pas l'inspecteur qui l'a créé. Vous êtes censé prélever à la source le montant de l'impôt, vous êtes des auxiliaires. C'est comme en matière de TVA, vous êtes des auxiliaires de l'administration fiscale. Mais on prélève l'IRG sur le salaire réellement versé par l'entreprise. On prélève l'IRG sur le salaire versé par l'entreprise. Dans ce cas-là, le seul salaire versé par l'entreprise qui transite par les comptes de l'entreprise et qui figure sur ses écritures comptables, c'est 3 000 dinars ou 5 000 dinars. Ce qui est loin d'atteindre l'assiette d'imposition de l'IRG. On ne regarde pas l'entreprise combien elle a cotisé. C'est la personne elle-même qu'on a devant nous, ça veut dire le salarié. Le salarié, parce que c'est le salarié qui cotise. On ne parle pas de la cotisation. Le verre a été supprimé en 2006. Donc il n'y a aucun problème.
vous cotisez à 1000, 2000, 3000, 4000 dinars. Donc si l'intéressé, parce que ce qui intéresse ici la loi, c'est le contribuable direct, ce n'est pas le contribuable indirect. Vous avez donc la personne c'est-à-dire le salarié lui-même. Moi j'ai compris qu'on fasse le rôle d'un auxiliaire, c'est bon. Mais imposer sur 18 000 et plus. La logique. On nous oblige à mettre le montant minimum d'un salaire à 18 000. D'accord. Vous nous dites, à partir de 15 000, si vous lui ajoutez, c'est bien. Mais il faut l'imposer à partir de 15 000. Concernant dans le système DAIP et CTA, d'accord. Le DAIP, c'est une convention entre l'employé et la NEM, la direction de Wilaya. Il perçoit 15 000 dinars. D'accord. L'entreprise, elle lui accorde un complément de 3 000 dinars. Les 3 000 dinars vont figurer sur la comptabilité de l'entreprise. Les 3 000 dinars, ils ne sont pas soumis à l'ERG. Ils sont inférieurs aux 15 000. Comment voulez-vous que je les soumette à l'ERG? Pendant les 2 premières années, la convention, elle est entre l'employé et la NEM. Le contribuable ici, c'est la personne qui perçoit. C'est la personne qui perçoit. On ne regarde pas la partie payée par... Et encore, ce n'est pas vous qui allez supporter, encore une fois. C'est en pratique, si vous prenez en charge l'air du salaire. Mais en réalité, c'est le salarié qui est visé ici par la loi. Monsieur Hamadou, nous ne cherchons pas à échapper à l'impôt, mais sur un plan pratique, maintenant, je vous pose une question. Nous avons un salaire de 15 000 dinars qui est payé, qui est pris en charge par la wilaya. Nous versons un supplément de 3 000 dinars à l'employeur. Comment on va établir une fiche de paie? Est-ce qu'on va mettre sur la fiche de paie que le volontaire soit 18 000 dinars ou bien 3 000 dinars? Puisque nous nous mais pourquoi vous parlez de fiche de paie? C'est interne, mais ça n'a rien à voir avec l'administration fiscale. Si c'est interne, en appliquant 3 000 dinars, on n'aura aucun IRG à payer. Mais si on suit M. Hamadou, donc on doit mettre les 15 000 pour pouvoir dégager un IRG. Parce que si on applique le barème sur les 3 000 dinars, il n'y aura rien à payer. Non, mais encore une fois, je répète, nous avons une personne, c'est le salarié. Sinon, qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer un problème ici. Vous allez donc créer un problème avec les autres salariés. Vous savez que dans la constitution algérienne, il est dit que la loi s'applique à tout le monde. Elle s'applique à tout le monde, elle est de portée générale. Alors vous allez créer un problème sur le plan pratique. Celui qui est dans le DAIP et qui perçoit 18 000 dinars, parce que c'est ça qui compte. Alors, il ne paye pas d'impôt, alors que l'autre qui perçoit le même montant va payer l'impôt. C'est discriminatoire quelque part. Hein? Oui, mais comment régler le problème à notre niveau? Et comment régler? Écoutez, vous pouvez toujours écrire à la Direction Générale des Impôts, comme vous pouvez nous écrire à nous, pour vous répondre officiellement. Il s'agit donc ici, je n'ai fait que vous lire un article du Code. Et en même temps, je l'ai associé avec la Constitution. Parce que ce qui compte, je répète encore une fois, c'est le contribuable. Il perçoit une somme d'argent. Et n'oubliez pas que cet argent, l'IRG, vous allez reverser. L'IRG que vous allez reverser au trésor, il va aller tout simplement dans les caisses de l'État. L'État qui a déjà payé une bonne partie, dans le cadre par le biais de la NEM. Vous voyez donc, c'est une petite cotisation. C'est à peine. J'ai bien dit, pour 18 000 dinars, vous avez à peine 276 dinars. Mettez-vous à notre place, en tant qu'entreprise. Ne pensez plus IRG salarié, en tant qu'entreprise. Je recrute une personne dans le cadre DIP. 15 000 dinars, il me dit, moi, 15 000 dinars, le SMIC, il a 18 000, 15 000, je ne travaille pas. Je suis obligé de rajouter un complément, 3 000 dinars. Par quelle pièce comptable je peux justifier ces 3 000 dinars? Vous avez le livre de paie. Oui. Vous avez la sortie également. Vous payez par chèque, vous payez par virement. Ça apparaît, il n'y a aucun problème. C'est une charge, ça ne pose aucun problème. Une charge, mais il ne figure pas sur ma déclaration. D'accord, il ne figure pas. D'accord. Il ne figure pas parce qu'il n'existe pas dans le registre d'entrée et sortie. Oui. C'est ça. Oui.
Mais je peux carrément écoutez, là, je vais faire intervenir un peu mes connaissances extra-fiscales. Je peux créer un registre qui est valable. Un registre pour ces jeunes qui passent, qui sortent, qui reviennent. Donc je peux créer un registre, je vais l'aménager de manière à ce que je fasse ressentir ce montant. Et puis ça apparaît, hein. Il avait posé la question sur le salaire du gérant. Oui. Bon, c'est vrai que vous avez répondu que c'est l'Assemblée générale qui fixe son salaire. Oui. Mais je pense que le salaire aussi, il ne doit pas dépasser par rapport peut-être au chiffre d'affaires, par rapport quel est il y a des seuils que vous admettez pour ce qui concerne le salaire des gérants. Très bien. Donc je reviens à cet article 168 du Code des impôts directs qui ne fixe pas de seuil, attention, qui se réfère, qui va se référer à un salaire d'une personne qui fait le même travail. Mais ça ne concerne aucunement le gérant. Je suis concessionnaire automobile. Je suis commissionnaire avec mon partenaire. Je suis prestataire pour la réparation et la maintenance. Mais je vends aussi de la pièce. Mais mon plus gros chiffre, elle est dans la prestation. Elle est dans la commission. Et ces 2 derniers mois, j'ai été interpellé pour reverser toute la TVA facturée, même si je n'ai pas été payé. L'article 14 du Code des TCA, Code des taxes sur le chiffre d'affaires, prévoit pour les prestations de services le fait générateur, qui est l'encaissement partiel au total. J'explique pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est un fait générateur. Le fait générateur, c'est à quel moment je dois m'acquitter de la TVA. À quel moment je précise encore plus, à quel moment je dois reverser la TVA que j'ai facturée. Donc, pour les prestations de services, je vais enchaîner avec notre ami ici, donc, qui apparemment il fait du matériel médical. Il fait de la commercialisation. Donc, je vais rester dans le fait générateur pour vous dire que pour les prestations de services, un commissionnaire est un prestataire de service. Un réparateur est un prestataire de service. Un transporteur est un prestataire de service. Donc, pour ces activités de prestation de service, la TVA, elle est, si vous voulez, elle est réglée au niveau de la recette, ou bien on va utiliser le mot qui convient, elle est reversée, si on parle de reversement, elle est reversée au moment de l'encaissement. Partiel ou total. Donc ça ne pose aucun problème quand il s'agit d'entreprises de travaux de bâtiment ou de prestations de services. Ou même pour les opérations pour les titulaires de profession libérale. Ça ne pose aucun problème pour eux. J'attends à ce qu'il y ait encaissement. Si j'encaisse 20%, je vais reverser la TVA des 20%. Sur la concession, je ne suis que représentant. Je suis commissionnaire. Je représente une marque. J'ai une commission en contrepartie d'une vente. Mais je ne vends pas, je n'achète pas et je le vends. En fait, tout dépendra du contrat que vous avez signé avec la maison mère. Agent service. Est-ce que vous facturez les véhicules? Je facture la commission. Vous facturez uniquement la commission? Une commission. Donc, je suis désolé, vous êtes un prestataire de service. Tout à fait. Vous êtes un prestataire de service, donc il y a, je ne sais pas s'il y a des, sauf éléments qu'on ignore, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous êtes ici un prestataire de service. Et on a géré un dossier dernièrement, ça fait pas longtemps quand j'étais au contentieux, on a géré le même problème de cette manière. Si vous m'apportez la preuve du contrat que vous avez signé avec la maison mère, à l'intérieur, ça apparaît que vous êtes prestataire de service, le fait générateur qui vous sera appliqué ici, c'est l'encaissement partiel au total. On ne regarde pas la qualité de commerce, on ne regarde pas le document. Ça ne veut pas dire qu'on ignore le document qui est le registre de commerce. Loin de là. On regarde les actes de commerce. Si vous avez un registre de commerce qui dit que vous faites des fruits et légumes, et qu'en pratique, je vous recense en train de faire autre chose,
je vous imposerai sur réellement l'activité réellement exercée. Donc ici, dans le cas d'espèce, nous allons voir tout simplement le document que vous avez entre vos mains et l'inspecteur vous connaît bien. Ou du moins il est censé vous connaître. Il va travailler sur les actes de commerce que vous faites. Si vous faites des actes de commerce d'achat-revente, il va vous appliquer le fait générateur pour l'achat-revente. Si vous faites de la prestation, si vous faites les deux à la fois, on vous appliquera les deux à la fois. Mais toujours dire qu'on peut vous recevoir, on peut discuter autour de votre problème. Au niveau de l'ASDOF, on peut même demander le dossier, voir ce qui se passe, on peut dépêcher une équipe. L'ASDOF le fait tout normalement, on assiste. Il y a même un agent ici qui est donc dans le service de l'animation et assistance. Il arrive des fois de nous déplacer pour voir quel est le régime fiscal à appliquer, quel est le fait générateur qu'il faut appliquer ou tel autre dossier. L'amortissement des véhicules nous renvoie à l'article 41 du Code des desserts. Que dit cet article? Entre autres, donc, cet article 41 vous dit que est exclu du droit à déduction. Il commence toujours comme ça. Est exclu du droit à déduction la TVA grevant les véhicules de tourisme ou bien des véhicules de transport de personnes. Cet article ne parle pas des véhicules utilitaires. Donc, lorsqu'une entreprise achète un véhicule de tourisme qui ne constitue pas l'outil principal pour l'entreprise, je précise, ce n'est pas tous les véhicules de tourisme qui sont concernés par cette disposition d'exclusion de la déduction TVA. Je prends l'exemple d'une auto-école. Elle peut acheter un véhicule de tourisme à n'importe quel prix et elle a le droit à la déduction. Parce que pour l'auto-école, le véhicule de tourisme constitue un outil principal. La même chose également pour une compagnie, plutôt que pour une entreprise de location de véhicules. Il n'y a aucun problème aussi. Il y a déduction de la TVA. Et l'amortissement également va se faire sur le montant total, il n'y a pas de limite. Et je vous comprends, quand vous dites, ce sont des ingénieurs que j'envoie. Ce sont des spécialistes que j'envoie à Tamanrasset ou ailleurs en Algérie. C'est vrai. Mais la loi, elle est là. La loi, elle est là. Oui, mais je veux te dire une chose. Hein, j'ai une type d'activité que j'exerce à Tizi Ouzou et la même activité que j'exerçage. Ce n'est pas la même chose à Alger que dans Tizi Ouzou. Ah bon? Ailleurs, on considère... Ailleurs, j'ai des véhicules baraques. C'est des véhicules utilitaires, je m'en fous. C'est pour ça que je pose la question. Regarde, Tizi Ouzou, Nani, Doualo, un photographie, même les plaques d'immatriculation 1 et 3. Et alors, si j'envoie des ingénieurs dans un véhicule tolé à Tamanrasset, non, j'envoie, il faut que chaque ingénieur fasse un véhicule. Moi, j'ai rappelé la loi. Maintenant, il y a un problème d'interprétation. Différemment entre Alger et Tizi Ouzou. Ça, je vous le dis. Avec, je peux vous le... Voilà qu'il est considéré comme véhicule tourisme. Et le break, ça veut dire qu'il y a 4 portes. Il y a des spécialistes ici, c'est ça, 2 portes. Vitré, c'est vitré en tout cas. C'est pas tolé. En fait, c'est surtout ça. Des véhicules break. L'année traitement, ça, vous n'avez pas le droit de dire. Et... Non, qu'est-ce qui s'est passé en véhicule 17 pénalités. C'est la loi, elle est claire ici. Ah, voilà, c'est une interprétation toujours de la loi. C'est-à-dire que, est-ce que, par rapport à son activité, qui est la commercialisation du matériel médical, ce qui peut être valable pour n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de véhicules sur lesquels ils doivent déplacer du matériel en même temps du personnel. Est-ce qu'ils doivent envoyer à chaque fois 2 véhicules? Donc c'est là qu'on rentre justement à chaque fois avec cette rigueur qui existe à Tizi Ouzou, on applique les textes à la lettre. Est-ce qu'on reconnaît qu'un véhicule de tourisme peut être considéré comme un véhicule utilitaire pour une entreprise qui n'en fait pas du transport, de l'auto-école ou de la location? Du moment qu'il fait du matériel médical, le matériel médical, est-ce que
est-ce que le fait, donc, un véhicule de tourisme est indispensable? Vous voyez qu'au passage, attendez, au passage, justement, je rajoute ce mot, au passage, la loi n'a pas défini ce que c'est un véhicule, le véhicule constitue un outil principal. Vous voyez, regardez bien la loi quand elle n'est pas claire, ce que ça donne comme interprétation. Un véhicule ne constituant pas l'outil principal. J'ai un cas concret, un distributeur de médicaments. Il a 10 délégués pour avoir livré. En fait, l'investissement, c'est quoi? C'est les 10 véhicules de démarche. C'est les démarcheurs, c'est les vendeurs, c'est les délégués. Et il a 3 livreurs. On lui a validé les fourgons pour la livraison, mais pas les 10 qui font le vrai travail. Dans le cas que vous avez cité, dans la livraison de la marchandise qui se fait, des médicaments qui se fait par le véhicule utilitaire, je suis d'accord avec l'inspecteur, elle rentre dans le cadre de l'article 41. Si on déplace les délégués médicaux dans des véhicules de tourisme, ça ne constitue pas l'outil principal de l'activité. L'activité principale, c'est la distribution. Non, écoutez-moi, l'activité principale, c'est la distribution des médicaments. La délégation, c'est une forme de publicité pour les médicaments.